Écriteau neuf planté dans un champ de ruines, il fallait bien commencer par réparer quelque chose. Six mois et demi maintenant que le premier contingent de Fedayeen s'est embarqué pour l'exil. Stade Camille Chamoun, centre d'entraînement, dépôt d'armes pour les Palestiniens, à un jet de pierre des zones d'habitation, pilonné des jours durant par les bombes israéliennes. En face, de l'autre côté de la route, les bâtiments criblés de l'ancien aéroport. Ici, l'OLP avait établi l'un de ses centres d'interrogatoire. Là, les bulldozers ont fait place nette, réorganisation. Les soldats du contingent français montent les éléments de ce qui sera le nouveau lycée technique de Beyrouth. Mais ailleurs, si l'on reconstruit, tout ne va pas aussi vite qu'on le souhaitait à la fin de l'été. Il est devenu difficile d'établir un rapport objectif entre le risque et la rentabilité. Pourtant, au premier coup d'œil, Beyrouth est presque calme. Les promeneurs du dimanche ont retrouvé le chemin de la Corniche. En front de mer, on propose des appartements de luxe à vendre. La ville, nettoyée de ses milices, a retrouvé, surprise et confiante, l'armée libanaise. Depuis 8 ans, quasiment en spectatrice, elle assistait au sac du pays. Son déploiement à l'ouest de la capitale, dans la foulée de la débâcle palestinienne, puis à l'est, ce printemps, en zone chrétienne, a été ressenti par ceux qui s'obligent à croire encore comme le premier pas vers le recouvrement de la patrie. Il aura pourtant fallu des mois de négociations pour établir ces postes de contrôle en zone chrétienne, ce qui impliquait que les forces libanaises, les milices Kataeb, qui des années avaient tenu tête aux Syriens et aux Palestiniens, acceptent de s'y déplacer sans uniforme. Aujourd'hui, 6000 soldats libanais ont pris position dans ce qu'on appelle désormais le Grand Beyrouth, après qu'on ait fait le ménage en acceptant la démission de 130 officiers, tous les généraux et la plupart des brigadiers. Cette année, 18 000 jeunes gens de la classe 65 seront appelés à accomplir leur régiment, le service du drapeau. Car cette armée libanaise renaissante espère bien pouvoir, un jour, s'étendre au-delà de la capitale et de sa proche banlieue. Un jour, c'est-à-dire après le retrait des troupes d'occupation israéliennes, syriennes, palestiniennes, qui amputent le pays des 3/4 de son territoire. Contrôle d'identité, fouille de voitures, occupation des points stratégiques, des zones où pourraient se produire des frottements entre les communautés. Régulièrement, le commandement lance des appels à la population en vue de récupérer les armes qui restent cachées un peu partout dans la capitale. Pour le moment, l'armée libanaise renaissante est encore épaulée par les contingents de la force multinationale, français, italiens, britanniques, américains, qui se sont partagés la ville par secteur et qui savent que leur mission est loin d'être terminée. Victor Yankee. Alors, même disposition que maintenant c'est nous qui allons nous faire douter par notre colonne, parlez. Reçu, je continue alors. Affirmatif. Reçu. Patrouille, présence dissuasive,
mais aussi ce qu'on appelle le sale boulot. Après une série d'attentats meurtriers, la capitale vit dans la psychose des voitures piégées. Chaque jour, ou presque, les démineurs des troupes de génie sont appelés pour prévenir des explosions. Les quotidiens publient des listes de voitures suspectes. Beyrouth revenu au calme, image superficielle s'il en fut. Au soir, les rues restent vides, et force multinationale ou pas, le danger reste permanent. Des soldats français ont été mitraillés dans le quartier des hôtels, et au cours des derniers jours, 14 militaires italiens et américains ont été attaqués en ville. Alors quel est votre principal travail au Liban, à part de faire des patrouilles comme en ce moment? Eh ben, essayer de faire de porter assistance à la population quand il y a des incendies, des explosions et ainsi de suite, quoi. Ça peut être dangereux ici d'avoir des loisirs. Il y a 2 soldats français qui faisaient du jogging qui ont été agressés là. Voilà, justement à l'issue de ces agressions que tout le reste a été interdit. Hein. Même le sport à l'extérieur est interdit, nous ne pouvons pas en faire ici, quoi. Et à partir de 17 h le soir, nous devons rester dans nos secteurs, dans nos cantonnements, et à part les patrouilles de nuit, toute sortie est interdite. Nous avons beaucoup de contacts au cours de nos patrouilles où on cherche un petit peu le renseignement, ne serait-ce que sur l'ambiance générale de Beyrouth. Et ce qui nous permet d'avoir donc beaucoup de contacts avec les Libanais, on boit le chai avec eux, on boit le café turc, donc aucun problème avec la population pour nous. Centre-ville, début d'après-midi, les paras-français viennent de faire sauter 2 immeubles ébranlés par les bombes, 2 anciens bordels de Beyrouth. La moitié de leur travail. L'autre consiste à déminer, ruine par ruine, ce qui fut 8 ans durant un champ de bataille. Nous trouvons des mines tous les jours. Hein. D'ici 10 ans, je pense qu'on trouvera encore des mines, des obus non explosés, soit par négligence des gens qui en ont pris, qu'ils ont déplacés dans d'autres endroits qu'on n'avons pas vus, soit par le fait des conditions météorologiques, hein, l'obus qui est enfui dans le sol, qui est recouvert de terre, plus s'il y a à force, par exemple comme ici, il pleut, qui ressortira dans quelques années, dans quelques mois. Au cours de ce travail, les Français et les Italiens ont déjà découvert près de 20 000 engins non explosés. Les Américains en ont désamorcé près de 4 000 autres dans la zone de l'aéroport. Depuis le cessez-le-feu, plus de 50 personnes ont déjà perdu la vie dans des explosions tardives. Depuis la fin de la guerre, on a trouvé toute une panoplie d'engins, d'obus, de mines que nous ne connaissions pas et que finalement nous avons appris sur le tas. Qu'est-ce que c'est que les cluster bombes dont tout le monde parle ici? C'est une arme de saturation qui est larguée soit par avion, soit par obus fusant qui équipe actuellement l'armée israélienne. Qui tombe au sol, et au sol, elles percutent, elles explosent. Donc c'est une arme qui tue a priori. Arme Il y en de a beaucoup saturation. qui n'explosent pas en tombant. Entre 30 et 20%. C'est comme à Verdun hein, actuellement, hein, on trouve toujours des obus, hein, malgré la guerre qui est terminée depuis plus de 50 ans. Shatila. Dans les camps palestiniens de la capitale, quelques mois après l'horreur, la vie, à nouveau. La présence des Italiens du bataillon San Marco rassure quelque peu la population civile. « 10 000 personnes environ sur les 30 à 40 000 qui vivaient là avant le départ des combattants, avant les massacres, mais une angoisse sourde continue à régner.
Sabra. Il y a juste une année, avant le début de la guerre, nous avions rencontré Rio Spirghi, chirurgien balois, ex-délégué du CICR. Il avait choisi de se battre avec le Croissant Rouge palestinien. Récemment, après un bref séjour en Suisse, Rio a décidé de revenir parce que, dit-il, maintenant plus que jamais, les civils palestiniens ont besoin de soins et de solidarité. Médicaments confisqués, ambulances réquisitionnées, l'hôpital palestinien tourne tant bien que mal. Asthme, pneumonie, le lot de l'hiver libanais traversé dans la boue des camps. Mais aussi ceux que la guerre frappe à retardement. Zachary, 6 ans, a sauté sur une cluster bombe, presque un miracle. On a réussi à lui sauver les jambes. Yasser, 5 ans, a eu moins de chance. Les bombes au phosphore pardonnent rarement. Amputation. C'était notre hôpital de base avant la guerre. Et pendant la guerre, il est devenu un hôpital de front. C'est-à-dire notre système s'est inversé dans un certain sens. Et à ce moment-là, puisqu'on avait une capacité de presque 300 malades ou blessés, on ne pouvait pas en avoir trop ici. Alors on opérait dans les souterrains. On opérait dans un bloc souterrain. Et puis on avait un petit service pour, disons, une dizaine, quinzaine de blessés. Une fois qu'ils étaient stabilisés, on les renvoyait, à Beyrouth, à Hamra. Hein. On se débrouille, assez difficilement. Hein. C'est-à-dire, nous avons, disons, l'équipement de base et puis aussi les médicaments de base, mais nous n'avons pas de réserve. Et puis nous sommes maintenant en train de discuter avec le CICR, avec d'autres organisations, pour nous donner du médicament. Parce que, comme vous savez, ils ont pillé nos stores, c'est-à-dire nos entrepôts, à 4 reprises. Et alors, il nous manque de choses. Et il nous manque aussi du fric. On n'a plus de fric. On a l'impression que vous n'êtes plus très bien vu ici. Ah oui, nous sommes ici dans une espèce de... Nous vivons dans un statu quo. Et nous sommes soumis à une stratégie d'intimidation, de terreur presque. Ici, on est sur le charnier principal de camp de Chatil. Ici, sous nos pieds, il y a à peu près 700-800 cadavres. Et il y avait avant ici des drapeaux noirs qui ont été chippés ou ils n'existent plus. Et il y a même des cadavres dans les égouts. Et c'est pour ça que le camp est sous l'eau comme ça. Pas seulement à cause de la pluie, c'est parce que les égouts la canalisation ne marche plus. Les canaux, c'est-à-dire les égouts sont bouchés par des cadavres. Comme pour des morceaux de cadavres. Et moi, je sens ici l'odeur encore. Je sens l'odeur. Moi, je le sens, parce que j'ai l'expérience de l'odeur des cadavres. C'est une horreur, tout ça. Je crois qu'il y a 700 ou 800 personnes ici. À peine filmerons-nous près des charniers que l'armée libanaise viendra nous demander des explications. Il y a ici des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder et l'on attend toujours le rapport de la commission libanaise à propos des massacres. Cette horreur est en moi et ça m'a déchiré, comme nous tous d'ailleurs. On va parler du après-massacre, c'est-à-dire les massacres massifs n'ont plus lieu, mais partout nous sommes soumis, c'est-à-dire le Croissant Rouge palestinien et notre infrastructure médicale, à une stratégie d'intimidation, de terreur. Et par exemple, le camp de Ain Hilwe, près de Saïda, là, les phalangistes recommencent à tuer les Palestiniens. Ils forcent les gens aussi, en les intimidant, à sortir de la maison, autour du camp,
pour qu'ils aillent dans le camp même, et puis on craint de nouveaux massacres. Je dirais que les massacres n'ont pas, en somme, terminé. Ils continuent. C'est une autre forme de massacre. Je dirais ça la terreur douce, le soft, je dis ça une fois, le soft terminal solution, la solution finale douce, d'une façon. Hein. Alors, c'est pas fini l'horreur, l'angoisse et la tristesse. Ça, c'est les Tzahal, l'armée israélienne. En tenue d'hiver, hein, comme on voit. Et c'est des soldats très très jeunes. Ça, c'est des gamins. Maintenant, nous sommes en territoire occupé du Liban par la Tzahal, l'armée israélienne, ou Israel Defense Forces. Nous avons donc décidé de suivre Rio Spirghi dans le sud pour voir les Palestiniens de Saïda. Dans le sud, c'est-à-dire derrière les lignes israéliennes, derrière les lignes de l'armée du commandant Saad Haddad. Juste devant nous, à peu près à 400 mètres, il y a le premier checkpoint des forces libres du Liban, des forces du Liban libre du major Saad Haddad. On voit à gauche un vieux char, je crois que c'est un char Centurion américain, un vieux char, pièce de musée. Et puis maintenant on s'approche du checkpoint du major Saad Haddad. Et il faudrait faire attention de filmer parce qu'ils sont très sensibles, ces mecs. Miemié, petite bourgade catholique accrochée à la montagne au-dessus de Saïda. Ici, à l'heure de la messe, les rues sont vides. Pour Rio, c'est dans ce village chrétien qu'il fallait d'abord venir pour comprendre le problème des Palestiniens de la région. Car il y en avait des Palestiniens à Miemié. L'été dernier, après le nettoyage de la région par les Israéliens, une nuit, la cloche de l'église a sonné. Les habitants sont sortis armés, les Palestiniens ont fui. Les jours suivants, leurs maisons ont été rasées. Aujourd'hui, les Palestiniens de Miemié sont avec les autres. Quelques centaines de mètres plus bas, dans la boue du camp d'Ain Hilwe. Alors ici, vous voyez déjà la périphérie du camp d'Ain Hilwe. On voit ces bicoques en toile ondulée et on peut s'imaginer le froid là-dedans. Alors les gens, on leur a offert des tentes, ils ont refusé les tentes parce que les tentes ont une connotation tragique. Et ils ont refusé les tentes, ils préfèrent habiter dans ces trucs pareils. Bizarrement, il y a même la télévision là-dedans, regarde. C'est la folie de notre vie moderne. Alors ça, c'est la périphérie. On traverse maintenant le chemin de fer et puis on entre dans le camp. Alors, si on compare ce camp avec le camp de Shatila, le camp de Shatila est presque un quartier résidentiel. Hein. Les tirs d'intimidation qui éclatent alentour, on en a presque l'habitude. C'est simplement lassant pour les nerfs. Puis il faut bien sortir pour participer aux distributions de vivres et de couverture de l'UNRWA, l'agence spécialisée des Nations Unies. La terreur qu'on connaît déjà de Sabra et Shatila, dont on a parlé partout dans les médias, ici, elle continue. C'est-à-dire, les phalangistes menacent les gens
Et ils mettent des tracts devant les maisons des gens qui habitent autour ici, parce qu'il y a des Palestiniens plus aisés qui habitent dans des appartements ici, sur les collines. Alors ils trouvent des tracts. J'ai un tract ici, par exemple, devant la maison. Et le tract dit vous êtes ici sur un territoire libanais, sous les cèdres du Liban. Vous n'avez rien à foutre ici, vous devez partir dans 24 heures. Autrement, on ne garantit pas pour votre sécurité. Alors les gens, terrorisés, partent de leur maison et viennent habiter ici dans le camp. Parce qu'ils se sentent plus sûrs ici. Et la nuit, ici, on ne bouge plus. C'est au matin qu'on découvre les cadavres. 2 une semaine, 14 quelques jours plus tard, abattus par balle, mais difficiles à identifier parce que calcinés. Et le pire peut-être, c'est le sentiment d'avoir été abandonné par tout le monde. Israël a bombardé les camps. Ils ont détruit les maisons des réfugiés. Ils les ont chassés. Ils ne voulaient pas détruire l'OLP, mais l'ensemble du peuple palestinien. Des vieillards, des femmes, des enfants, en prétendant qu'ils étaient des terroristes. Dans la révolution palestinienne, il n'y a pas de terroristes. Il y a un peuple qui veut recouvrer ses droits et se sentir libre. Les autorités libanaises ont mené une campagne de répression contre nous. Tous les pays arabes, réactionnaires, étaient contre nous. L'Arabie saoudite, l'Irak, la Syrie, tous les régimes arabes étaient contre le peuple palestinien. Et l'invasion israélienne a démoli la plupart des camps qui étaient aménagés et planifiés comme des villes. Caldé, à la hauteur de l'aéroport de Beyrouth, le dernier checkpoint israélien avant de regagner la capitale, où l'on nous attend en zone chrétienne. 2 heures d'attente, contrôle renforcé. Une patrouille israélienne vient d'être attaquée au lance-roquettes par des éléments non identifiés. C'est dans ce secteur que 2 officiers israéliens viennent d'être tués par l'explosion d'une mine. Ici, c'était plutôt simple de passer avant, durant les événements. On pouvait passer transversalement. Ici, la vie continue normalement. Ouais. Il y a une chose qui frappe surtout, c'est qu'il n'y a plus de sacs de sable là. Hein. Non, tout le monde a enlevé ce sac de sable. C'est surtout le temps de l'élection de Béchir Gemayel. Tout le monde a pris confiance, tout le monde a commencé à enlever les sacs de sable, à nettoyer. Il y a une chose qu'on remarque tout de même ici dans ce quartier chrétien, c'est qu'on voit beaucoup plus de portraits de Béchir que de portraits d'Amin Gemayel. Pourquoi ça? Bon, pour une chose qui est très simple et très logique, c'est qu'il représente pour nous l'espoir. Et il continue à le représenter pour beaucoup de gens, même après sa mort. C'est-à-dire qu'il a commencé déjà une lignée que nous, forces libanaises, poursuivons maintenant et poursuivrons pour toujours. Ils sont ici dans cet immeuble-là aussi à une position assez forte. On voit leurs sacs de sable et les brèches qu'ils ont fait. Pour venir, il faut faire très attention, oui. Il faut se baisser plus que pour être à l'abri des murs. Si jamais ils nous voient, ils ne vous épargneront pas. Georges, nous l'avions également rencontré l'an passé, combattant chrétien des forces libanaises. C'est lui qui nous avait escortés sur le front du centre-ville, à quelques mètres des lignes syriennes. On voit un drapeau syrien ici. Juste à côté de la mosquée. Vous pouvez venir le voir, mais il faut faire très attention. Nous avons ramené Georges, désarmé et en civil, à droite où nous l'avions quitté. C'est la première fois depuis la fin de la guerre que vous revenez ici, Georges? Oui, c'est la première fois en effet. Quel effet ça vous fait? Je me sens un peu un touriste, comme si j'étais en dehors du pays. C'était l'autre camp ici? Oui. C'est-à-dire, c'était ces immeubles que vous aviez vus la fois passée, où il y avait des sacs de sable et tout. La mosquée, là? C'était occupé, oui, c'est la mosquée. On voit en tout cas que c'est tapé des 2 côtés. Qu'est-ce qui est écrit sur la porte, là-bas? En blanc, c'est écrit «
Jérusalem nous appartient, la maison nous appartient. Ils pensaient prendre Israël du Liban, en occupant le Liban. Mais maintenant, personne n'a vraiment gagné. Comment on a vraiment gagné? Pour nous, on a gagné parce qu'on a la présidence, on a le pays, on a sauvegardé une certaine entité. On a déjà le pays. Nous sommes libanais, il y a un Liban. Pour nous, la guerre n'est pas finie, il faut toujours travailler pour ça, mais on a déjà une certaine entité. Et vous, force libanaise, vous n'avez plus Beyrouth. C'est curieux de vous voir ici sans uniforme, sans armes. Beyrouth nous appartient comme tout le Liban. On a 10 542 km², comme le voulait Béchir Gemayel. Et votre mitraillette, elle est où, Georges? Elle est chez moi. Et votre uniforme, il n'y a pas un peu de regret dans l'uniforme? Non. C'est pas l'habit qui fait le moine. Nous sommes toujours militaires, nous sommes toujours sous une autre forme, c'est tout. C'est-à-dire? Pour nous, la guerre continue, on continue à travailler pour le pays, mais sous une autre forme. Quelle forme? Maintenant, nous sommes en civil, mais on continue. Vous n'êtes pas en civil dans tout le Liban, d'ailleurs? Non, dans Beyrouth pour le moment, et dans le Chouf, la montagne. Et ailleurs, la lutte continue? Oui. Non, point n'est besoin d'aller bien loin, en dehors du Grand Beyrouth, pour retrouver les forces libanaises en uniforme et à l'entraînement. Nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de la capitale, au-dessus de la route de Jounieh. Instruction des nouvelles recrues qui sont venues rejoindre les 20 000 hommes de cette troupe que Béchir Gemayel constitua pour pallier la paralysie de l'armée libanaise et asseoir sa jeune ambition au sein de l'appareil phalangiste. Pour ces hommes qui se retrouveront dans la montagne face aux Druzes, dans le nord, face une fois de plus aux Syriens ou aux Palestiniens, les exercices de tir avec ces antichars russes et américains se compliquent d'une sorte de partie de cache-cache. On vient de la capitale en voiture privée et en civil. On se dévêt de son uniforme pour y retourner. Le jeu ne trompe personne. À l'entrée du Grand Beyrouth, un écriteau rappelle aux forces libanaises l'interdiction de s'y déplacer en tenue et à bord de véhicules militaires. Ces hommes sont des soldats israéliens. Pour que nous puissions les suivre dans le sud qu'ils occupent, ils nous avaient donné rendez-vous dans un kibboutz de Haute-Galilée. Car l'armée israélienne, attaquée chaque jour dans la région, tient aussi à donner à l'opinion internationale l'image d'une force qui normalise la vie du Sud-Liban. Tir. Il est vrai que la vie reprend. Ce n'est plus le temps où les hommes du Fatah pêchaient à la dynamite dans le port. Ce port, aujourd'hui, a été réouvert. De plus, absence de douane côté libanais, le commerce ouvert avec Israël est florissant. C'est la première fois dans 8 ans que les pêcheurs peuvent pêcher librement. La première chose que nous avons fait, nous avons dit aux pêcheurs de pinter les bateaux en blanc à tirer. Parce que le PLO avait toujours essayé à bomber les bateaux des pêcheurs qui sont sortis pendant la nuit. Ils se sentent sûrs aujourd'hui.
Le port travaille maintenant. Aujourd'hui, à Tyr, protégés par la marine israélienne, plus de 100 familles de pêcheurs vivent à nouveau de leur travail. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette image de paix retrouvée ne masque pas la réalité. À chacun de nos déplacements, nous serons bloqués par des colonnes de transport de chars et de transport de troupes montant vers les positions israéliennes et destinées à renforcer le dispositif mis en place dans la région. Et cette ville de Saïda recommence lentement à fonctionner maintenant. Maintenant, oui. Il n'y avait pas, après la guerre, il n'y avait pas de services municipaux à Saïda du tout. Parce que depuis 3-4 ans avant la guerre, le OLP a été un État dans un État. Par exemple, ils ont dit aux polices à Saïda, vous pouvez être dans vos maisons avec vos uniformes. Nous ne voulons pas vous voir dans les rues. Vous recevrez vos salaires de Beyrouth, mais vous restez à la maison. Il y avait une chose que je peux dire qui était bon. Le OLP a donné l'argent aux réfugiés palestiniens pour les aider. Mais c'était aussi une manière de faire le chantage après, parce qu'après on a dit aux parents, vous me donnerez vos fils parce que nous avons vous donné de l'argent. Ils doivent maintenant enregistrer dans l'OLP. Et qui fait fonctionner la ville maintenant, les Libanais maintenant, ou les Israéliens? Non, les Libanais. Tous les fonctions municipaux travaillent maintenant. Nous seulement aiderons. Par exemple, la police est maintenant ici dans uniforme. They make a lot of noise, but they don't do very much. But still, they are functioning. Et avant la guerre, il n'y a pas de police. Il n'y avait pas de police. Il n'y avait pas. Normalisation musclée. Les Israéliens installent dans tout le sud les troupes de leur homme de confiance, le major Saad Haddad. Dans la Beka ouest, la bourgade de Joubjanin. 900 habitants, moitié sunnites, moitié chrétiens. Depuis quelques heures, les miliciens de Haddad font la parade devant le Sérail. Le village leur a été remis par les Israéliens. En investissant les lieux au petit matin, ils ont renvoyé les gendarmes libanais dans leur foyer. Mais qu'on ne se fie pas au côté comique troupier de cette démonstration organisée pour la TV israélienne. L'armée de Haddad, qui compte 1 millier de cadres sérieusement entraînés et environ 5000 hommes de milice, devrait être portée à 15 000 soldats. Déployée de la Méditerranée à la Beka, elle contrôle actuellement près du quart du territoire libanais. Nous voulions poursuivre la route vers le nord pour rejoindre les positions israéliennes avancées à 1600 mètres d'altitude, celles qui se trouvent face au premier poste syrien. L'hiver libanais, les chutes de neige catastrophiques de cette année nous en ont empêchés. Route coupée, front isolé. Ces images ont été tournées quelques semaines auparavant par des confrères français. Ils n'ont pas des bâtiments chauffés comme chez nous. Ils ont des tentes, des bâtiments qu'ils ont construits eux-mêmes avec des pierres, des arbustes,
Et ils souffrent, je suis sûr qu'ils souffrent du froid, tandis que nous... Vous les plaignez? Un peu, ouais. En descendant la Bekaa, nous croiserons sur la route les transports de chars israéliens livrant du matériel lourd à la nouvelle garnison de Hadad. Des tanks T-56 soviétiques pris aux Palestiniens. Saïda, l'une des bases avancées de l'armée de Hadad au moment, là aussi, de la livraison de matériel israélien. Mais l'État hébreu fournit aussi le mode d'emploi. En laissant des milices dans chaque village, capables de se défendre mutuellement, l'armée du Liban libre reprend la stratégie dont la Haganah, dans les années 30 et 40, a prouvé l'efficacité. Hadad proclame que son armée est au service de la légalité et que sa mission durera jusqu'à ce que tout le pays soit libéré et réunifié. Sur les routes de l'extrême sud, les postes et les quartiers de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, les casques bleus, stationnés ici depuis 5 ans et dont la présence, faute de moyens d'agir, n'a pas été décisive pour la région. La FINUL avait à peine le droit de répondre aux tirs des Palestiniens. Elle n'a eu que celui de compter les chars israéliens qui montaient vers Beyrouth l'été dernier. Mais tout le monde ne se plaint pas de la situation au Liban. Chaque jour, près de la frontière, les camions libanais viennent à la rencontre des camions israéliens. Des tonnes de fruits et légumes achetés hors taxes et payés en dollars par des convoyeurs de Beyrouth passent quotidiennement la frontière. Mais aussi de l'alcool, des cigarettes, qui partiront vers d'autres pays arabes. C'est pourquoi ce chauffeur libanais, nous voyant filmer, a recouvert d'un journal la plaque de son camion. Certains États arabes, sous la pression de leur bureau pour le boycottage d'Israël, ont déjà mis un frein à l'entrée sur leur territoire de produits en provenance du Liban. Mais dans le sens Liban-Israël, le contrôle douanier est nettement plus strict. La fouille des véhicules civils peut prendre des heures. Mesure antiterroriste. Apparemment, tout paraissait calme dans le sud, mais vous avez quand même tenu à mettre avec nous 6 hommes armés, et puis vous nous avez fait porter des gilets pare-balles. Alors, c'est pas aussi sûr que ça, ou bien qu'est-ce qui se passe? Nous savions qu'il y a un certain nombre de OLP qui sont retournés à Beyrouth, environ 1000. Nous savons aussi que les Syriens laissent passer les OLP, les terroristes, entre leurs lignes et nos lignes dans le Bekaa. Et chaque jour, c'est déjà depuis quelques semaines que chaque jour on attaque et on a placé des explosifs.
Et le système nouveau de OLP, les explosifs sont avec des montres. Ça veut dire ce qu'il se passe quand ça s'explose. C'est pas d'importance que whether it is an Israeli or a Lebanese or a Palestinian or a Christian or a Muslim, they couldn't care less because they're desperate. And as soon as you get desperate, we have to take measurements to ensure your safety. En remontant en direction de la capitale, nous survolons les régions de montagne où, face à face, les communautés druzes et chrétiennes s'observent dans les viseurs de leurs armes. En 1977, le leader druze, Kamal Jumblat, a été assassiné. On sait très bien qu'il a été assassiné par des agents syriens. Mais la réaction s'est produite immédiatement contre la population chrétienne dans les villages où les chrétiens sont une minorité par rapport aux Druzes. En moins de 2 heures, 143 chrétiens, femmes, enfants et hommes, ont été tués, massacrés. Lorsque la guerre s'est terminée, la population de la montagne qui avait déserté les villages a voulu remonter dans ces villages. Les forces libanaises les ont accompagnés. Et ils les ont accompagnés les armes à la main, ce qui a provoqué une nouvelle tension et de nouveaux incidents. Voilà comment, de fil en aiguille, les incidents ont pris la proportion que nous connaissons. Il y a plus de 100 tués de part et d'autre. Que va-t-il advenir de ces forces libanaises? Par la force des choses, les forces libanaises seront, à mon avis, intégrée dans l'armée libanaise. En combien de temps cette armée sera capable de garantir l'indépendance du Liban? Oh, moi je crois que d'ici 2 ans, elle sera capable de garantir la sécurité des territoires libanais. Le cas Haddad, Monsieur le Président? Le cas Haddad, pour moi, ne représente aucune difficulté. Les forces du major Haddad feront également partie de l'armée libanaise. Fortement tout de même contrôlées, armées, équipées par Israël. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle mesure elles sont armées par Israël, mais de toute façon, Haddad est un bon officier libanais qui n'a jamais accepté d'autres drapeaux que le drapeau libanais. Bon, les Palestiniens sont en train, en petit nombre, il est vrai, de revenir. Oui, et je crois qu'il y a des infiltrations. Il n'y a que des infiltrations palestiniennes. La preuve, c'est que de temps en temps, il y a un soldat israélien qui est assassiné, une bombe qui est lancée sur une voiture israélienne, etc. C'est un problème, mais je crois qu'avec le retrait des forces israéliennes du Liban, les Palestiniens n'auront plus aucune raison de s'infiltrer dans le pays parce qu'ils se rendent compte de plus en plus que leur présence ici au Liban n'a plus aucune valeur militaire. Est-ce que, Monsieur le Président, la force multinationale va devoir rester longtemps au Liban, voire se renforcer? La présence de la force multinationale n'a qu'une valeur politique et morale. Je ne vois pas les forces américaines ou françaises ou italiennes en train de faire le travail d'agents de police ou de livrer des batailles. Elles supporteront moralement les forces de l'armée libanaise. Quel est l'avenir du Liban? Est-ce que cet équilibre très ténu entre les communautés qui faisaient le pays avant les événements n'est pas, par ces événements précisément, irrémédiablement brisé? Je crois que une fois que le Liban sera débarrassé des forces étrangères qui occupent nos territoires, il y aura, au contraire, il y aura une réaction vers un meilleur accord entre les différents éléments qui composent la population libanaise. Décidément, dans ce Liban 83, il y a beaucoup d'éléments dont la seule présence et la stratégie
inflige un démenti à l'optimisme que certains officiels libanais veulent à tout prix afficher. Car une fois réglés les problèmes de la présence des armées étrangères, resteront ceux des communautés nationales. Quartier chiite de Beyrouth, l'exemple iranien a transformé cette communauté. À Baalbek, derrière les lignes syriennes, les chiites ont déjà pris les armes, appuyés par des éléments intégristes venus de Téhéran. Ici, dans la capitale, où les portraits de Moussa Sadr, leur leader, enlevé, dit-on, par Kadhafi il y a 5 ans, voisinent avec ceux de Khomeini, les chiites se sont déjà battus avant et pendant la guerre. Ils pourraient reprendre les armes si les troubles s'étendaient. Aéroport de Beyrouth, 10 h du matin, le contingent américain de la force multinationale tient le secteur. Nous sommes à quelques dizaines de mètres des premières lignes israéliennes. De temps à autre, hausse mal réglée, une roquette tombe dans la zone de l'aéroport. Là-bas, dans les premiers contreforts de la montagne, Druzes et chrétiens se battent. Nous nous sommes entretenus avec des Druzes du Parti socialiste progressiste qui devaient nous expliquer leur combat. Pendant le montage de ce film, un telex reçu par voie diplomatique nous informait que la diffusion de ce document mettrait leur vie en péril. Le film a donc été retraité en laboratoire et c'est uniquement la traduction française de leurs propos que vous entendrez. Cette grande guerre qu'a connue le Liban à peine terminée, on entend des tirs dans la montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on tire dans la montagne? Il y a une seule cause. Maintenant, les forces libanaises sont dans la montagne. Pendant 8 ans, la coexistence n'a pas été rompue. La vraie coexistence, la vraie amitié existait. Il n'y a jamais eu de conflit. Je ne peux pas rentrer chez moi depuis environ 2 mois, parce que mon village est encerclé par les Israéliens et par les forces libanaises. Et là, les enlèvements ont déjà commencé depuis 3 semaines, ce qui fait que les gens ne sortent plus du village et n'y vont plus. Ils veulent gagner. Ils demandent les 10 452 km² et ils demandent en même temps que la coexistence continue. Mais ils font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Je ne sais pas, c'est difficile de prévoir cela. Moi, ce que je peux dire, c'est que le Liban, c'est fini. On disait depuis 8 ans que le Liban allait être mis en pièces. Et je pense que cela a été fait. C'est un fait maintenant et on ne peut plus y échapper. Le problème, c'est que le régime avoue ou n'avoue pas que le Liban n'est plus un. Parce qu'en réalité, il n'est plus un. Mais alors, si ce Liban n'existe plus, comment est-ce que vous expliquez que beaucoup de gens ici soient optimistes quant à l'avenir? Vous savez, le Libanais a tellement enduré de choses depuis 8 ans qu'il a dépassé le seuil de l'endurance. Et il est en plus très attaché à sa terre. Alors c'est normal, c'est un phénomène psychologique. Pour que le Libanais puisse continuer à survivre, il a besoin d'une planche de salut. Cette planche de salut, c'est ce minimum d'espoir qu'il garde, et qui consiste à se dire « le Liban pourrait peut-être continuer à exister ». Alors est-ce qu'on peut au moins dire que la guerre est finie? Ah, pas du tout. D'abord, il ne faut pas perdre de vue dans tout ça que le Liban est sous l'occupation israélienne. Et la guerre entre Libanais, est-ce qu'elle est finie, elle? Non, puisqu'elle continue à la montagne. Mais la guerre entre Libanais reste une guerre entre le Liban et Israël. Parce que les Israéliens ont leurs agents au Liban.
Les Israéliens agissent au Liban par le biais des forces libanaises, par le biais de Saad Haddad aussi. Et les Druzes sont prêts à continuer le combat? Évidemment, parce que pour les Druzes, c'est une question de légitime défense. C'est une question d'existence. Pour les Druzes, ce n'est pas une lutte pour le pouvoir. Ce n'est pas le Parti socialiste qui lutte contre le parti phalangiste. C'est le Druze, le paysan, le villageois, chaque Druze, chaque femme, chaque homme, chaque vieillard qui lutte pour rester chez lui. C'est tout. C'est une question d'existence pour lui. S'il perd cette guerre de la montagne, il n'existera plus au Liban. Il n'existera peut-être plus nulle part ailleurs. Non, les problèmes du Liban sont loin d'être terminés. Dans les eaux territoriales, face à la baie de Beyrouth, faisant partie de la force multinationale, les navires de guerre américains, leurs commandos héliportés, leur puissance de feu. En face, derrière la montagne libanaise, dans la Beka et en Syrie, 5000 experts et soldats soviétiques avec leurs missiles SA-5 capables d'atteindre des avions en Méditerranée. Six mois après la fin officielle des hostilités, les Libanais font toujours la guerre des autres. La frontière entre Washington et Moscou passe toujours quelque part dans le centre de Beyrouth. Ce n'est pas la dernière fois que nous partons pour le Liban.